Juin 1944, Camp Scottsbluff, Nebraska. 40 prisonniers de guerre allemands étaient assis bien droits à des tables en plein air, leurs yeux scrutant les environs, guettant le piège qu'ils savaient imminent. On leur avait appris que les Américains étaient des barbares, que la civilisation s'arrêtait aux frontières de l'Allemagne. Puis les fermiers apportèrent des plateaux de maïs grillé doré, le beurre coulant le long des épis, et les déposèrent devant les prisonniers. Hans Pfizer fixa la scène. En Allemagne, le maïs était destiné au porc, de la nourriture pour animaux. Les rires commencèrent, nerveux d'abord, puis amers. « Ils nous nourrissent comme du bétail », dit un prisonnier, exactement comme le Führer l'avait prédit. Mais alors, un fermier américain nommé Earl, qui avait perdu son fils dans leur guerre, prit un épi, en mordit une bouchée et planta son regard dans celui de Hans. « Voilà ce que mangent les hommes libres, » dit-il. Un à un, les Allemands goûtèrent. Leurs visages changèrent. La surprise, puis quelque chose de plus profond. On leur avait menti sur tout. Et un simple légume allait briser toute une vie de propagande. 3 semaines après le début de la captivité, Hans s'était créé une routine. Se lever à l'aube, se laver à la pompe, se mettre en rang pour la répartition des tâches, garder la tête baissée, accomplir son devoir, ne pas trop penser. C'était justement le « ne pas penser » qui se révélait le plus difficile. Les fermes de betteraves sucrières manquèrent de main-d'œuvre. Tous les hommes valides d'Amérique étaient soit au front, soit dans les usines, et les récoltes ne pouvaient attendre. Les prisonniers sortaient donc par groupes de 10, surveillés depuis les camions, vers des champs qui s'étendaient plus loin que tout ce qu'Hans avait vu en Allemagne. Le travail était éreintant, le soleil impitoyable, mais il y avait des pauses pour boire. De vraies pauses, avec des gobelets en fer blanc, passés de main en main, et des gardes qui semblaient presque désolés de la chaleur. Hans travaillait la plupart du temps aux côtés de Deer, leur silence confortable comme celui d'hommes ayant partagé les tranchées. Les fermiers américains étaient froids, mais justes. Ils montraient ce qu'il fallait faire, éclaircir les rangs, arracher les mauvaises herbes, veiller à ne pas abîmer les jeunes pousses, puis s'écartaient. Pas de cris, pas de coups, juste un travail honnête sous un ciel d'un bleu si pur qu'il faisait mal aux yeux. « Ils ne sont pas comme je m'y attendais », dit un après-midi Klaus en s'essuyant le visage. Le garçon était trop jeune, trop sincère, croyant encore que la guerre allait bientôt tourner à leur avantage et qu'ils rentreraient chez eux en héros. « Ils sont exactement ce qu'on attendait », répondit sèchement Hans. « Mousse, nous utilisant comme main-d'œuvre au lieu de mener leur propre guerre. » Mais même en le disant, il observa un fermier américain aux cheveux gris, bâti comme un bœuf, travailler la rangée à côté d'eux. Les mains de l'homme étaient aussi calleuses que celles du père de Hans. Son dos se courbait de la même manière. Quand il se redressa pour boire, il n'y avait rien de mou dans la fatigue gravée sur son visage. Deer surprit le regard de Hans, ne dit rien. C'était sa façon d'être. Te laisser découvrir seul les vérités inconfortables. À la fin de la 3e semaine, quelque chose d'étrange s'était produit. Les équipes de travail étaient devenues efficaces. Les Américains avaient appris à montrer par des gestes au lieu de crier. Les Allemands avaient appris quel fermier exigeait que les rangs soient espacés exactement de 4 pouces et lesquels acceptaient 5. Il n'y avait toujours pas de conversation. La langue et l'histoire se dressaient entre eux comme un fil barbelé. Mais il y avait un rythme, presque une compréhension. Puis vint la nouvelle concernant la ferme d'Earl Hutchins. L'interprète du camp, le soldat Tommy Chen, l'annonça pendant l'appel du soir. À partir de lundi, le groupe 3 sera affecté à la propriété Hutchins. 2 semaines de mission, récolte de betteraves et de maïs. Hans était dans le groupe 3. Il y avait aussi Deer,
Klaus et 8 autres, dont Kurt Zimmer, le fils d'un ancien informateur de la Gestapo, qui passait chaque soirée à rappeler à quiconque voulait l'entendre qu'il restait des soldats allemands, pas des animaux domestiques américains. « Je connais la ferme Hodgkins », marmonna l'un des gardes à un autre, pas assez bas pour que cela passe inaperçu. Earl a perdu son fils en Normandie, ça promet d'être intéressant. Hans sentit un froid lui descendre dans l'estomac, un père ayant perdu un fils, une équipe de travail allemande. C'était là que la façade de la Convention de Genève allait se fissurer. C'était là que la vraie guerre, celle qui vivait dans le chagrin et la rage, allait enfin montrer ses crocs. Le samedi apporta le vrai choc. Margaret Hodgkins, apparemment en ignorant la volonté de son mari, avait organisé un pique-nique communautaire. « Une tradition », expliqua Tommy, mal à l'aise. « Réunion de fin d'été pour toutes les équipes de travail. Familles américaines et prisonniers allemands ensemble. Elle fait cela depuis 15 ans, dit-il d'une voix de traducteur prudemment neutre. Elle ne laissera pas la guerre y mettre fin. Les baraquements éclatèrent en tumulte. Certains prisonniers riaient, nerveux et incrédules. D'autres se taisaient, réfléchissant. Kurt Zimmer se plaça au centre, sa voix tranchant à travers le vacarme. « C'est un piège ou une humiliation. Ils veulent nous voir mendier leur reste. »« Ou c'est la Convention de Genève, » répondit calmement Deere. « Et ils respectent ces règles. »« Des règles ?» cracha Kurg. « C'est ce que tu crois. Ils essaient de nous faire oublier qui nous sommes, oublier notre devoir. Nos frères continuent à se battre. » Hans sentit 40 paires d'yeux se tourner vers lui. Il était plus jeune que Deere, moins impressionnant que Kurt, mais quelque chose dans sa fermeté tranquille avait fait de lui la conscience des baraquements, celui qui leur rappelait sans cesse, doucement mais fermement, de ne pas se laisser aller, de ne pas oublier. « Nous irons, » dit finalement Hans d'une voix plate. « Nous mangerons leur nourriture s'il le faut, mais nous n'oublierons pas. Ni qui nous sommes, ni ce qu'ils ont fait. » Ça sonnait fort quand il le dit, comme un acte de résistance, comme un serment d'honneur. Mais cette nuit-là, allongé sur sa paillasse, Hans sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une fissure, fine comme un cheveu, dans la certitude qu'il avait serrée contre lui, comme une armure. Parce que la vérité, c'est qu'il ne savait plus à quoi s'attendre. Il ne savait pas si Earl Hodgkins allait lui cracher au visage, lui tirer dessus, ou simplement rester là, silencieux et endeuillé, pendant que Hans travaillerait les mêmes champs que le fils mort de cet homme. La seule chose dont Hans était sûr, c'est que le dimanche soir, il mettrait le pied sur cette ferme, et que rien, ni l'entraînement, ni la propagande, ni même la peur, ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Le soleil descendait vers l'horizon quand ils s'engagèrent sur le chemin de terre menant à la ferme d'Earl Hodgkins. 10 prisonniers allemands, encadrés par 2 gardes qui semblaient préférer être n'importe où ailleurs. Hans gardait le dos droit, le visage fermé. Quelle que soit l'épreuve qui les attendait, humiliation, confrontation, quelque jeu psychologique américain, il la subirait avec dignité. Puis il vit les tables, de longues tables en bois installées dehors, sous des peupliers dont les branches filtraient la lumière dorée du soir. Des familles américaines se rassemblaient par petits groupes. Hans reconnut parmi elles des fermiers avec qui il avait travaillé. Leurs épouses, leurs enfants courant entre les tables avec cette joie naturelle des gens qui n'ont jamais connu la guerre sur leur propre sol. Un orchestre s'installait près de la grange. Quelqu'un accordait un violon, et dans l'air flottaient des odeurs de charbon, de viande rôtie et d'une douceur que Hans ne parvenait pas à identifier. Margaret Hodgkins sortit de la maison, un panier dans les bras. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière, son visage marqué par la fatigue de celle qui pleure en secret et sourit en public. Elle salua les prisonniers d'un hochement de tête, le regard à la fois bienveillant et prudent,
puis fit un geste vers les tables. « Asseyez-vous, mangez », traduisit Tommy. Les Allemands s'assirent à une extrémité, raides comme des piquets. Les Américains restèrent groupés à l'autre bout, les conversations mourant peu à peu, tandis que les deux camps s'observaient à travers les 3 mètres d'herbe qui les séparaient. 3 mètres qui semblaient minés. Hans sentit le regard de Kurt Zimmer sur lui, pesant, jugeant, guettant celui qui romprait le premier les rangs. Puis la nourriture arriva. Les épouses des fermiers passaient entre les tables avec des plats fumants. Du poulet frit, luisant de graisse, des salades de pommes de terre garnies d'œufs et de cornichons, des biscuits encore chauds qui se fendaient en deux dans un nuage de vapeur. De larges tranches de tomates, encore tièdes du soleil du dimanche. L'estomac de Hans le trahit avec un grondement sourd. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu pareille abondance. Pas des rations, pas la survie, mais de la nourriture, réelle, généreuse. Un fermier américain d'âge moyen, buriné, un de ceux avec qui Hans avait travaillé cette semaine-là, posa un plat juste devant les prisonniers allemands. Dessus, disposés comme une offrande, des épis de maïs grillés, le beurre coulant en ruisseaux dorés sur les grains encore crépitants. Hans fixa la scène, pétrifié. À côté de lui, Dir se figea. Du maïs, de la nourriture pour animaux, du fourrage pour porcs, la plante qu'on fait pousser pour engraisser le bétail avant l'abattage. Klaus regarda Hans, perplexe. Un autre prisonnier, ancien ouvrier agricole bavarois, éclata d'un rire bref et sec. « C'est de la nourriture pour bêtes », lança-t-il en allemand, assez fort pour être entendu. « Ils nous nourrissent comme du bétail. » Le rire se répandit, nerveux d'abord, puis amer, une confirmation de tout ce qu'on leur avait enseigné. Les Américains ne comprenaient rien à la civilisation, rien à la culture. Ils mangeaient probablement avec leurs mains et dormaient dans les granges. Alors Earl Hodgkins se leva si brusquement que sa chaise racla la terre battue. La cour devint silencieuse. Même les enfants cessèrent de courir. Earl était un grand homme, comprit Hans, non pas grand par la taille, mais massif, avec des épaules forgées par des décennies de labeur et des mains capables de briser des piquets de clôture. Son visage, buriné jusqu'aux oreilles, portait la marque du chagrin, taillé dans quelque chose d'aussi ancien que la terre. Il s'avança vers la table des prisonniers, et Hans sentit tous ses muscles se tendre, prêts à encaisser le choc. Margaret effleura le bras de son mari. « Earl !» Mais Earl ne la regardait pas. Il prit un épi de maïs sur le plat, le tint un instant, une ombre traversant son visage. Souvenir, peut-être, ou douleur trop profonde pour se dire. Puis il mordit dedans. Le beurre dégoulina sur son menton. Il mâcha lentement, délibérément, sans quitter Hans des yeux. Quand il parla, sa voix était râpeuse comme du gravier. « Mon fils adorait ça. C'est la dernière chose que je lui ai cuisinée avant qu'il parte. » Une pause, lourde comme la pierre. « Il est mort dans la guerre de ton pays. » Et alors, Earl leva le maïs, le jus coulant sur son poignet. Voilà ce que mangent les hommes libres. Il laissa retomber l'épi sur la table. Le bruit du choc sur le bois résonna comme un coup de feu. Puis il s'éloigna, le dos raide, les mains tremblantes. Hans ne pouvait plus respirer. Autour de lui, les rires s'étaient éteints. Les autres prisonniers restaient figés, suspendus entre la défiance et autre chose, quelque chose de dangereux, de trop proche de la honte. Lentement, Dir tendit la main, prit un épi de maïs, le tint comme s'il pouvait exploser, puis mordit dedans. Son expression demeura neutre, contrôlée. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, c'est bon !» murmura-t-il. « Goûte !» Hans secoua la tête, les mâchoires desserrées. Non, c'était la limite.
Il ne le ferait pas. Il ne le pouvait pas. Mais Klaus avait déjà tendu la main. Il mordit prudemment, puis avec plus d'assurance. Son visage se transforma. La surprise céda la place à quelque chose comme de l'émerveillement. Un autre prisonnier l'imita, puis un autre encore. Hans les regardait, horrifié et troublé à la fois. Ils ressemblaient à des hommes découvrant quelque chose de précieux, quelque chose qu'on leur avait toujours dit n'existait pas. De l'autre côté de la cour, Earl Hutchkins se tenait dos à tous, la main de sa femme posée sur son épaule, tout son corps tremblant sous l'effort qu'il faisait pour ne pas s'effondrer. Et Hans comprit, avec une clarté soudaine et terrible, que ce n'était pas une guerre psychologique. Ce n'était pas un piège. C'était un père servant à ses ennemis le plat préféré de son fils mort, simplement parce que sa femme lui avait demandé de choisir la miséricorde plutôt que la haine. Et Hans venait de s'en moquer. Le maïs changea quelque chose. Hans n'aurait su dire quoi, ni même l'admettre. Mais dans les semaines suivantes, il sentit ce changement grandir en lui, comme un os se ressoudant mal, douloureux, inévitable, impossible à ignorer. Le travail continua. Les betteraves laissèrent place aux légumes de fin de saison, et les équipes allemandes travaillaient dans les champs d'Earl avec la même efficacité qu'ailleurs. Mais désormais, de petits moments fissuraient la distance prudente que les deux camps avaient entretenue. Un fermier américain, fredonnant en travaillant, du Mozart, de toute chose un morceau que la mère de Hans jouait autrefois sur leur vieux piano. Klaus montra la photo de sa petite sœur à un des gardes, qui sortit à son tour son portefeuille pour lui montrer sa propre fille avec le même sourire troué. Deere répara une pompe d'irrigation que le mécanicien de la ferme n'avait pas su remettre en marche, gagnant un hochement de tête respectueux d'un homme qui, jusque-là, ne l'avait à peine regardé. Hans remarquait tout et feignait de ne rien voir. Il travaillait plus dur que quiconque, comme si l'épuisement physique pouvait faire taire les questions qui se multiplièrent dans sa tête. Ces Américains n'étaient pas faibles. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule, à côté de leurs prisonniers, les mains aussi calleuses, le dos aussi courbé. Ils chantaient en travaillant, des chansons étranges, pleines de lamentations et de trains perdus. Mais ils chantaient comme les soldats allemands autrefois, avant la Normandie, avant que tout ne devienne sombre, désespéré et faux. Earl parlait rarement directement aux prisonniers, mais sa présence était constante. Hans le surveillait comme un soldat observe un territoire ennemi, guettant la faille, la preuve que le masque glisserait. Mais Earl était exactement ce qu'il paraissait, un homme creusé par le deuil, survivant seulement parce que s'arrêter signifierait se noyer. Parfois, Hans le surprenait regardant le champ le plus éloigné, celui où le maïs poussait le plus haut, le visage si déchiré par la douleur que Hans devait détourner les yeux. C'était plus facile quand les Américains étaient des monstres, plus simple quand l'ennemi gardait sa forme d'ennemi. Le tournant survint un mercredi de la fin août. La température dépassait les 40 degrés, l'air était si lourd qu'il en devenait étouffant. Klaus travaillait à la conduite d'irrigation quand il trébucha. Hans crut d'abord qu'il s'était simplement pris les pieds et s'apprêtait à lui lancer une remarque sèche sur la tension. Puis Klaus s'effondra face contre terre et ne bougea plus. Tout se passa à la fois vite et lentement. Hans courut, cria à l'aide. Deere retourna le garçon sur le côté. Sa peau était grise, sa respiration faible, tous les signes du coup de chaleur. Et alors Earl fut là, tombant à genoux dans la terre, sa grande main étonnamment douce, quand il souleva Klaus comme s'il ne pesait rien. « À l'ombre, vite !» aboya-t-il, déjà en mouvement. « Tommy, appelle le médecin du camp !» Ils portèrent Klaus jusqu'à la grange. Earl soutenait la tête du garçon pour qu'elle ne heurte rien. Margaret arriva avec des linges mouillés, de la glace sortie de la cave, enveloppée dans des serviettes. Earl allongea Klaus à l'endroit le plus frais,
appliqua la glace sur son cou et ses poignets, lui parla en anglais, des mots que Klaus ne comprenait pas, mais dont il saisissait le ton, l'urgence, le son indiscutable, d'un homme refusant de te laisser mourir. « Reste avec moi, fils », répétait Earl. « Reste avec moi. » Les yeux de Klaus papillonnèrent. Il délirait, pleurant, balbutiant des mots en allemand trop rapide pour que Tommy puisse les traduire. « Dank, danke, merci », répétait-il, encore et encore, comme une prière. La mâchoire d'Earl se crispa. Il ne le lâcha pas avant que le médecin du camp n'arrive. Et même alors, il resta là, en retrait, comme s'il ne comprenait pas encore ce qu'il venait de faire. Sauver un soldat ennemi, l'avoir appelé « fils ». Hans observait depuis la porte de la grange, la gorge serrée par quelque chose qu'il refusait de nommer. Ce n'était ni de la propagande, ni une stratégie. Earl Hutchkins avait perdu son fils à cause du pays de Hans, de la guerre de Hans, peut-être même d'une balle tirée par quelqu'un portant le même uniforme que lui. Et pourtant, il avait couru sauver Klaus. Il l'avait porté comme s'il comptait. Cette nuit-là, allongé sur sa paillasse tandis que Klaus se remettait à l'infirmerie, Hans osa enfin poser la question qu'il évitait depuis des semaines. « Nous ont-ils menti ?» Sa voix sonnait étrange dans l'obscurité. Jeune. Surtout, la réponse de dire vint, douce mais certaine. « Mange le maïs, Hans. Ce n'est que du maïs. » Mais oui, ils ont menti sur tout. Hans ferma les yeux, sentit son monde entier basculer sur son axe. Car si on leur avait menti sur les Américains, ces prétendus monstres, alors sur quoi d'autre avait-on menti? Le Reich millénaire, la race supérieure, la guerre noble et nécessaire. Si le maïs pouvait être la nourriture des hommes libres et non celle des porcs, si l'ennemi pouvait avoir Mozart et la compassion, alors peut-être que Hans Fischer avait passé sa vie entière à croire à une histoire qui n'avait jamais été vraie. Et cette pensée était plus terrifiante que n'importe quel champ de bataille. À la fin du mois d'août, quelque chose d'extraordinaire s'était produit, que personne n'osait nommer à voix haute. Les équipes de travail ne ressemblaient plus à des camps ennemis séparés par des gardes armés. Elles ressemblaient à autre chose. Pas tout à fait de l'amitié, mais quelque chose qui s'en approchait, un rythme, une compréhension. Les Américains apprirent aux Allemands à jouer au baseball pendant les pauses déjeuner, mimant de façon exagérée comment balancer la batte, comment courir entre les bases. Les Allemands, eux, leur enseignèrent des jeux de cartes qui ne demandaient aucun langage commun, seulement de l'attention, de la mémoire et cette langue universelle qu'est la compétition. Klaus apprenait des mots d'anglais à une vitesse stupéfiante, son jeune esprit absorbant les phrases comme la terre absorbe la pluie. Même Kurt Zimmer avait cessé ses sermons nocturnes sur la loyauté et le devoir, bien qu'il observât tout d'un œil méfiant, consignant les trahisons qu'il rapporterait le jour, si jamais, où il rentrerait en Allemagne. Hans se retrouva de plus en plus souvent à travailler aux côtés d'Earl. Aucun des deux ne parlait beaucoup, mais il y avait une forme de communication dans leurs gestes, dans la façon dont Earl désignait une mauvaise herbe que Hans avait manquée, ou celle dont Hans signalait une section du champ qui manquait d'eau. Un jour, Hans ramassa le chapeau qu'Earl avait laissé tomber et le lui rendit. Earl hocha la tête. C'était suffisant. Margaret apportait des tartes le vendredi, aux pommes, aux cerises, une fois même une tarte à la crème qui fit presque pleurer Klaus de bonheur. Les prisonniers commencèrent à demander du maïs à leur repas, et le cuisinier du camp s'exécuta, le grillant comme Earl le leur avait montré. Hans en mangeait sans y penser, le goût lui étant désormais familier et bon, et il ne ressentait plus qu'à de rares moments la honte fantôme d'avoir ri la première fois. Un soir du début de septembre, Earl laissa Hans travailler dans le champ éloigné, celui où poussait le maïs le plus sucré, celui qu'Hans l'avait souvent vu contempler avec ce regard brut, fendu de douleur.
Earl n'expliqua rien, lui remit simplement les outils et s'éloigna. Mais Hans comprit. C'était le champ de Joseph, le territoire du fils, et Earl laissait un soldat ennemi le cultiver. Hans travailla cette terre comme si c'était un sol sacré, parce que ça l'était. Pendant un bref moment suspendu dans la chaleur dorée de la fin d'été, au milieu des corps épuisés et des repas partagés, la guerre sembla lointaine. Pas terminée, ils savaient bien que non, mais étouffée, comme un orage au loin qui, par miracle, pourrait les épargner. La paix ne paraissait plus impossible. Elle avait le goût du maïs qui pousse haut et droit, du rire franchissant la barrière de la langue, du poids de la main d'Earl sur l'épaule de Hans. Un après-midi, alors qu'Hans avait réparé quelque chose dans la ligne d'irrigation, Earl posa brièvement sa main sur lui. Un geste si rapide que Hans faillit ne pas le remarquer, mais qui le brûla comme une marque. Puis septembre arriva, avec une nouvelle qui anéantit tout. Le télégramme parvint un mardi. Hans travaillait dans le champ proche quand Tommy apparut, le visage figé dans cette neutralité prudente qui annonçait un malheur. Hans Fischer, au bureau du camp. Le trajet du retour lui sembla interminable, comme se noyer à petits pas. Son esprit s'emballa. Réaffectation, punition, peut-être une lettre de sa mère après des mois de silence. Il n'était pas préparé à voir un représentant de la Croix-Rouge, ni le papier fin entre ses mains, ni les mots qui allèrent de nouveau fendre son monde. Son frère Friedrich, tué lors d'un bombardement allié sur Hambourg. 16 ans. Hans entendit les mots, les comprit, mais son corps refusa d'y croire. Il resta debout, immobile, pendant que l'homme exprimait ses condoléances dans un allemand diplomatique et mesuré. Tommy traduisit, même si Hans comprenait désormais suffisamment l'anglais, car le protocole l'exigeait. Lorsqu'il regagna les baraquements, la rage remplaça le choc. Friedrich, son petit frère, celui qui l'admirait, celui qui lui écrivait des lettres pleines de propagande des jeunesses hitlériennes et de cette foi naïve que l'Allemagne gagnerait, qu'Hans rentrerait en héros, mort, écrasé sous des bombes américaines, lâché par des avions américains, piloté par des hommes qui ressemblaient probablement à Earl, aux fermiers avec qui Hans travaillait, aux gardes qui lui avaient appris le baseball. Ce soir-là, Hans ne put les regarder. Il ne pouvait pas supporter l'idée de partager encore un repas, une conversation, un instant de cette illusion selon laquelle il n'était plus ennemi. Il trouva Earl près de l'abri à outils, et les mots fusèrent comme des balles. « Ils ont tué mon frère ». Son anglais était brisé, chaque syllabe taillée par la fureur. « Ton peuple, tes bombes. Tu parles de paix, de maïs. Ton peuple tue des enfants. » Le visage d'Earl pâlit, puis rougit. Ses mains se crispèrent. « Et le tien a tué mon fils. » Ils restèrent là, à 3 mètres l'un de l'autre, 2 pères noyés dans le chagrin. Et le gouffre qui s'était peu à peu rétréci entre eux s'ouvrit à nouveau, béant, impossible à combler. Tous les repas partagés, les gestes de confiance, les ponts fragiles qu'ils avaient recommencé à bâtir, tout cela s'effaça, consumé par les bombes et les balles, et par le poids insoutenable d'aimer ceux que la guerre leur avait arrachés. Hans tourna les talons avant de commettre l'irréparable, avant d'oublier que même la rage avait ses règles. Il refusa de quitter sa couche pendant 3 jours. Il resta couché pendant que les autres allaient travailler, pendant l'appel, malgré les menaces de punition du commandant, malgré les supplications de Dear, malgré les murmures de Kurdimer qui parlaient de faiblesse et de corruption. Hans s'en moquait. Le monde s'était rétréci à la photo qu'il serrait dans sa main. Friedrich, 14 ans, souriant dans son uniforme des jeunesses hitlériennes, croyant encore à tout ce qu'on leur avait inculqué. Dear apportait de la nourriture, mais Hans n'y touchait pas, ni au pain, ni à la soupe claire, ni même à l'eau,
jusqu'à ce que ses lèvres se fendent et que Deer l'oblige à boire au goulot de la gourde. Le troisième soir, Deer revint avec un plateau qui dégageait une odeur différente. Hans tourna le visage vers le mur. « Pourquoi me tortures-tu » Sa voix n'était plus qu'un râle, à peine humaine. Deer posa le plateau avec lenteur et soin. Sur le plateau, encore tiède, reposait un seul épi de maïs grillé. Parce que se souvenir qu'on est humain n'est pas une torture. Oublier, oui. Hans eut envie de le jeter, de hurler que l'humanité était un mensonge, que la bonté n'était qu'un piège, que la seule vérité était celle inscrite dans la mort de son frère, dans celle du fils d'Earl, et dans toutes celles qui continueront d'arriver jusqu'à ce que quelqu'un gagne enfin, ou que tout le monde meure. Mais il était si fatigué, épuisé jusqu'à la moelle, las de porter la haine comme une armure. Il ne mangea pas le maïs, mais il ne le jeta pas non plus. Cette même nuit, Earl ne parvint pas à dormir. Il avait tout essayé. Rester immobile, lire les Écritures, aider Margaret à faire la vaisselle jusqu'à ce qu'elle le pousse doucement vers le lit. Rien n'y fit. Son esprit revenait sans cesse au visage de Hans, à cette douleur nue, brute, qui ressemblait tant à la sienne. À cette vérité terrible, ils étaient deux pères ayant perdu un fils, et la guerre se moquait bien de cette symétrie. À minuit, Earl abandonna. Il enfila ses bottes et marcha jusqu'à la clôture du camp. Il ne savait pas ce qu'il faisait, n'avait aucun plan, seulement la certitude qu'il ne pouvait pas rester dans ce lit une minute de plus. Le camp était silencieux, hormis une seule lumière allumée dans un baraquement, celui de Hans. Earl resta là longtemps, les mains dans les poches, son cœur battant contre la lettre de son fils, pliée et froissée à force d'être relue. Il la connaissait par cœur. « Dis à maman que je l'aime. Dis-lui que je fais attention. Dis-lui que tout sera bientôt fini, que je rentrerai à la maison et qu'on mangera du maïs et que tout redeviendra comme avant. » Mais ce ne serait jamais comme avant. Cela ne le serait plus jamais. Parce que Joseph était mort et Curl avait le cœur brisé et qu'aucune prière, aucun maïs, aucune colère ne pourrait changer cela. Sur un élan, ou peut-être quelque chose de plus profond qu'un élan, quelque chose d'aussi dangereux que la grâce. Earl retourna à son camion, rentra chez lui, et revint 20 minutes plus tard, avec un petit paquet enveloppé dans un tissu. Il le laissa au poste de garde, accompagné d'un mot griffonné au crayon, au dos d'une facture d'aliments pour bétail, son écriture tremblante. Le matin, Hans le trouva. Le garde le lui remit, avec une expression qui disait qu'il avait lu le mot, qu'il n'y comprenait rien, mais qu'il obéissait. Hans défit lentement le tissu. À l'intérieur, il y avait un pot de confiture, l'étiquette écrite d'une main soignée. Margaret, fraise, la préférée de Joseph. Le mot était simple, direct. Chaque mot semblait taillé dans la pierre. Mon fils s'appelait Joseph. Il avait 19 ans. Je déteste qu'il soit parti. Je déteste cette guerre. Mais je ne te déteste pas. C'est tout ce qu'il me reste à donner. Hans le lut 3 fois, puis une 4e. Ses mains tremblaient. Les larmes vinrent avant qu'il puisse les retenir. Pas des larmes calmes, mais celles qui brisent, celles qui viennent d'un endroit si profond qu'il en avait oublié l'existence. Il pleura pour Friedrich, pour Joseph, pour tous ces garçons qui avaient cru au mensonge et étaient morts pour eux. Il pleura pour lui-même, pour la part de lui qui était morte à la Normandie et qui, d'une manière impossible, essayait de renaître dans un camp de prisonniers du Nebraska. Deer le trouva ainsi, penché sur le mot, les épaules secouées, le pot de confiture tenu comme s'il était en cristal. Deer ne dit rien. Il s'assit simplement à côté de lui et attendit. Quand Hans parvint enfin à parler,
sa voix n'était plus qu'un murmure. « Il a perdu son fils à cause de nous. Et il ne me déteste pas. »« Non, » répondit doucement Deer. « Il ne te déteste pas. »« Comment ?» demanda Hans, d'une voix brisée, confuse. « Comment fait-on ça ?» Deer resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je crois que c'est ce qu'ils essaient de nous montrer depuis le début. Que choisir de ne pas haïr, c'est ça, le plus difficile. C'est ça, la vraie force. » Hans regarda le pot dans ses mains. Puis le mot. La preuve qu'Earl Hutchkins était venu au camp, en pleine nuit, pour offrir à son ennemi un cadeau qui ne lui coûtait rien et qui pourtant signifiait tout. Et Hans comprit enfin que ce n'était pas de la faiblesse. C'était cela, le vrai courage, celui qu'on découvre quand on arrache tous les mensonges et toute la propagande.